C'est plus précisément à la question de l'articulation entre le motif du déguisement et la problématique de l'aliénation du personnage principal que je me suis intéressée dans cette étude, que j'ai donc intitulée « Solal ou le funambule travesti, costume et dualité identitaire dans l'œuvre romanesque d'Albert Cohen ». Solal, de même qu'un autre solitaire à l'identité vacillante de la littérature européenne, Hans Karl Bull, l'homme difficile d'Hofmannsthal, cultive un penchant secret pour le cirque. Si l'aristocrate viennois voit dans le clown Furlani un modèle à imiter, ce sont deux autres figures emblématiques de la piste aux étoiles, le funambule et le transformiste, qui reflètent la posture du héros cohénien. Également illusionniste, Solal fusionne en effet les deux visages, puisque les jeux de déguisement se font parade, au double sens d'exhibition et de protection, pour cet acrobate dansant sur une corde raide. Moi, seul toujours, un étranger et sur une corde raide, c'est en effet par cette célèbre métaphore de l'équilibriste que le personnage se définit lui-même. Or, l'étranger, c'est peut-être ici aussi l'autre en soi, car c'est d'abord sa propre ipséité que le héros de Cohen ne parvient pas à affirmer. Sans cesse tiraillé entre des éléments divergents, voire catégoriquement opposés, hanté par la contradiction et le conflit psychique, c'est à un exil tout intérieur, celui de l'homme qui s'éprouve comme dissocié de soi, qui en premier lieu confrontait Solal. Cette non-coïncidence du personnage avec lui-même en fait un être proprement aliéné, dont le clivage interne est douloureusement conscient, et le lieu instable qu'est la corde du funambule suspendue dans le vide représente alors cet entre-deux de l'incertitude ontologique du héros. Ainsi privé de toute possibilité d'authenticité, Solal est condamné à être en perpétuelle représentation. Il lui est donc indispensable de varier les costumes de scène en fonction de chaque rôle endossé. Dans les romans de Cohen, le héros multiplie ainsi les masques et les feintes vestimentaires qui sont autant de symptômes de son clivage identitaire. Se déguiser, c'est en effet formuler l'épineuse question de la réconciliation ou du divorce entre l'être et le paraître. C'est à la fois se faire étranger à soi-même tout en se rendant étranger aux autres. Le travestissement, tant facteur d'aliénation que son antidote, s'intègre donc dans le processus sans cesse renouvelé mais jamais abouti de conquête de soi par le personnage. Donc, ce que j'aimerais montrer ici, c'est que le fonctionnement complexe du déguisement, qui est à la fois superposition de l'être et de son masque, mais également impossible coexistence de l'un et l'autre puisqu'effacement du premier derrière le second, reflète de manière spectaculaire l'identité de Solal qui est dans un même temps divisée et dédoublée. Et de même que l'on peut se demander si le costume ne se résume pas finalement à une enveloppe vide, nous interrogerons la dimension aporétique de la quête d'identité de l'homme sans prénom, tel que le désigne le texte, de celui qui, sans demeure et sans vêtements propres, est toujours en réalité seul et nu. Donc, comme le temps presse, je ne développerai pas ma première partie sur la personnalité divisée de Solal, que j'avais intitulée de l'homme au mythe, un personnage divisé. Je vais peut-être juste lire l'introduction de cette partie et passer directement au deuxième temps de la démonstration. Donc, Solal, on le sait, est tiraillé entre le désir de sublimation de soi et la dénonciation cruelle du caractère illusoire de cette idéalisation. Or, le procédé du déguisement se fait à la fois le signe et le moyen de réalisation de cet ambivalent goût du romanesque. Un certain nombre de costumes qu'endosse le personnage témoignent ainsi de son aspiration à se métamorphoser par le jeu factice des apparences en héros d'aventures exaltantes et exceptionnelles. Notre Don Quichotte des temps modernes, ainsi transformé en créateur de fiction dans la fiction, est pourtant doublement aliéné, puisqu'à sa folie proprement littéraire se superpose un regard lucide sur l'imposture qui la sous-tend. Déchiré entre réel et romanesque, épique et prosaïque, mythe et réalité, le personnage déguisé, tant acteur conscient que spectateur de sa propre comédie, exhibe alors sa dichotomie interne. Donc j'aurais parlé dans cette partie du déguisement russe ou du désir, et je cite le texte de Mancheclou, d'avoir un succès d'année de grande vie ardente et russe. Donc je passe, et j'aurais ensuite évoqué les costumes de scène de la farce d'amour dans Belle du Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça sera pour la publication papier. Donc, personnage divisé, le héros cohénien est également dédoublé dans la mesure où, on le sait, il intériorise la confrontation établie par la narration entre l'Orient de la Céphalonie juive et l'Occident chrétien. Là encore, le déguisement proclame cette dichotomie, mais sur un mode différent. Alors que les costumes romanesques signifiaient l'aliénation d'un personnage qui incarnait à la fois la figure mythique et son détracteur, ils disent ici l'impossible choix de l'être diasporique, l'irrémédiable aporie de celui qui, ne pouvant choisir entre être juif ou occidental,
ne peut non plus être l'un et l'autre, si ce n'est sur le mode de l'intenable et monstrueux dédoublement. Étranger pour les Juifs car assimilés, étranger pour les Occidentaux car Juifs, Solal le funambule se trouve pris dans un double mécanisme qui le rend perpétuellement étranger à lui-même et étranger à autrui, toujours, et je cite le texte de Solal, étranger parmi les étrangers. Innombrables sont les commentaires qui reviennent sur ce dilemme existentiel qui définit l'identité de Solal. Oriental égaré en Occident, incapable de choisir entre l'un ou l'autre de ces mondes antinomiques qui l'attirent autant qu'ils le répugnent, le personnage se trouve placé dans un entre-deux vertigineux et intolérable pour une conscience qui, oscillant de manière permanente d'un univers à l'autre sans jamais pouvoir se fixer, est confronté à un tourment permanent. Cette double personnalité irréconciliable du monstre à deux têtes et à deux cœurs trouve son expression la plus remarquable dans les déguisements burlesques et hétéroclites que le personnage invente dans sa chambre de Paris à la fin de Belle du Seigneur. Donc je vous renvoie ici à la citation 4 de l'exemplier, qui est un passage assez connu, donc peut-être que je ne le relirai pas. De manière générale, le déguisement devient pour le héros cohénien un moyen détourné de cacher ou exhiber cette duplicité monstrueuse, de formuler ce dilemme tout en tentant d'y échapper. Il est tout d'abord remarquable que l'ambition du jeune Solal dans le roman éponyme et sa fascination pour le monde occidental se lisent dans le rapport du personnage aux accessoires symboliques du prestige et de la réussite qu'incarne à ses yeux l'Occident. En effet, de même que Mancheclou nourrit un véritable culte pour les décorations, l'attraction du jeune Solal pour les insignes du pouvoir est indéniable. Ainsi, le personnage, à peine nommé attaché d'ambassade, se déguise en ambassadeur avec bicorne et épée, et c'est là le passage cité en position numéro 5 dans l'exemplier, réalisant par là même son rêve d'adolescent, je cite le texte, « J'aurai un bicorne avec plus de plumes que le consul ». Cette joyeuse fascination enfantine laisse pourtant rapidement place à un sentiment plus ambigu, annonciateur de l'ambivalente attraction-répulsion que Solal va développer envers cette société de la force et du paraître. Lors de la mission du héros en Grèce, c'est déjà un dégoût désabusé qui a remplacé l'admiration naïve des débuts. Je cite à nouveau le texte. Cédant aux instances de son oncle, Solal lui montra enfin le bicorne diplomatique qui ne l'amusait plus et qu'il regrettait d'avoir emporté. Ce changement est significatif puisque cette fascination, c'est celle de celui qui n'en est pas, en l'occurrence ici l'oncle Saltiel. On ne peut dire plus clairement le chemin parcouru par Solal et le fossé qui commence à se creuser entre lui et son oncle, entre le jeune parvenu et son peuple. Le conflit entre le rêve occidental et les origines orientales de Solal, comme Ossane formulera sans détour dans le roman éponyme, il s'agit là de la citation numéro 6, font du héros l'incarnation par excellence de l'identité clivée de ces juifs modernes, déchirés entre l'attachement à leurs racines et l'assimilation radicale qu'exige d'eux la société française. L'ambiguïté sadomasochiste de la relation qui unit Solal au valeureux constitue la clé de voûte de cette oscillation du personnage entre rejet de l'étranger à soi et reconnaissance de l'étranger en soi. C'est là encore une scène de déguisement qui va rendre visible ces rapports complexes et ambigus de Solal à sa communauté d'origine et, partant, à lui-même. Il s'agit de l'épisode de Mancheclou, où le sous-secrétaire général de la SDN, rendu méconnaissable par un costume des plus grotesques, va recevoir les valeureux qui ignorent l'identité de leur interlocuteur. Juste avant l'entrevue, Solal exprime nettement son déchirement, le plaisir de revoir ses cousins étant oblitéré par le désir, je cite, « d'en finir avec cette lèpre juive ». Le déguisement va assumer ici une double fonction. D'une part, solution transitoire à cette alternative inconciliable, et d'autre part, instrument de catharsis, puisqu'il proclame, à l'insu du personnage et de son public, sa situation intenable et sa nature proprement monstrueuse. C'est d'ailleurs un véritable monstre, le terme va revenir de manière récurrente dans le texte, qui finit par accueillir la pseudo-délégation sioniste. Là, je vais lire la citation numéro 7. Sur le seuil de la porte, un sous-secrétaire général en robe de chambre noire et gants noirs, privé de face humaine. Sur ses épaules reposait une boule blanche faite de bandes à pansements qui cachait son visage et ses cheveux. Il portait des lunettes noires et une barbe rousse coulée hors des bandes de gaz. C'était un sous-secrétaire général vraiment très laid et très terrible. Ce travestissement apparaît tout d'abord comme le moyen pour Solal de réaliser son souhait impossible d'être un juif pas juif, tel qu'il le formule dans Belle du Seigneur à la page 895. En effet, il lui permet de recevoir les valeureux tout en évitant d'être reconnu comme un des leurs. C'est ce qu'exemplifie le port des lunettes noires, qui l'autorise à voir ses cousins sans être vu, de même que le trou de la serrure du salon d'attente où il les avait enfermés lui permettait de les espionner à leur insu.
Le déguisement est donc ici un stratagème qui autorise Solal à savourer la grotesque mais non moins géniale présence des Valeureux, tout en évitant la confrontation directe avec cette judéité envahissante, au sens propre comme figuré. En outre, le déguisement dans sa confection même rend ostensible cette dualité du personnage. Il joue en effet sur l'exhibition d'un signe de judéité, la barbe rousse des Ashkénazes, celle de Jérémie que vient de rencontrer Solal, une exhibition qui pourtant est en même temps dissimulation puisque l'appendice pileux est en partie recouvert par les bandages. L'image de cette barbe rousse qui, je cite le texte, coule hors des bandes de gaz, ne peut alors mieux dire cette irrépressible submersion de Solal par sa judéité. Le personnage a beau vouloir la réprimer, cette dernière s'échappe en quelque sorte à flot continu par tous les interstices. De plus, le costume noir et blanc qui recouvre l'entièreté du corps du sous-secrétaire, effaçant ainsi toute trace de singularité, semble mimer la disparition du personnage dans le néant identitaire auquel le condamne son impossibilité à construire une identité cohérente. Ce déguisement d'accidenté pourrait ainsi résumer à lui seul la condition de Solal. Prince de l'Occident, la robe de chambre noire élégant, juif du ghetto, la barbe rousse, et finalement homme sans prénom et sans visage, les bandages qui en font un être, je cite, privé de face humaine. La mascarade est cependant de courte durée et se clôt par la révélation de l'identité du héros et des retrouvailles émues. De même que son accident inventé n'était pas mortel, comme il le précise en réponse à la sollicitude de Saltiel, ce déguisement qui cherchait à refouler sa judéité, certes de manière imparfaite et ambiguë, n'a pu entraîner la mort symbolique de celle-ci, qui fait alors retour, mais toujours sur le mode de l'ambivalence et de l'ambiguïté. Et je vous renvoie ici à la citation numéro 8. Si cette judéité a l'inquiétante étrangeté, donc ce familier refoulé qui fait retour, se laisse ici entrevoir dans un travestissement conçu au départ comme instrument du refoulement, certains déguisements de Solal exhibent au contraire un retour spectaculaire de ce refoulé. Dans les scènes où le héros cohénien, endossant la lévite sans âge de Jérémie, se travestit en « juif de son cœur », selon sa propre expression, le déguisement se fait ainsi, paradoxalement mais selon un processus d'inversion classique, moins masque que révélateur de la vérité de l'être. Le travestissement peut en effet être assimilé ici, dans ces passages, à un symptôme névrotique, symptôme que la psychanalyse définit bien comme l'expression déguisée d'un désir refoulé inacceptable pour le moi. De même, Solal, en se déguisant, projette à la surface de l'être ce à quoi le moi tente d'échapper, à savoir la permanence inaliénable de l'altérité juive en soi. Le déguisement se fait donc figuration d'un refoulement impossible, image extériorisée de son vice conscient, pour reprendre le néologisme de Mancheclou. Il ne traduit pas autre chose que ce que disent les caves de la commanderie à Saint-Germain. En dessous, en profondeur, Solal est resté juif. Ce retour offensif par le déguisement de l'identité refoulée peut apparaître comme un effet paradoxal de l'antisémitisme, on l'a souvent souligné. C'est toujours le rejet et la persécution des siens qui fait renaître en Solal le sentiment d'appartenance au peuple élu. C'est pourquoi, au fait de sa gloire et de son intégration, sous-secrétaire de la SDN, amant d'Ariane, il a ce geste téméraire de retour vers les siens qu'est la balade déguisée en Lubavitch dans la capitale allemande. Cette promenade lévite et papillote au vent à Berlin en 1936, de même que ces nuits où, selon l'aveu fait à Ariane, Solal, je cite le texte, se déguise en juif de son cœur avec barbe et attendrissante boucle rituelle et va dans les rues nocturnes pour être moqué, fier d'être moqué par eux, renvoie à une double pulsion masochiste du personnage. Celle-ci relève à la fois d'une forme de mortification empathique ou solidarité sacrificielle, fruit de la conscience coupable du citoyen israélite français face à ses semblables ostracisés, et d'autre part d'une déchirure schizophrénique, car la haine que va provoquer Solal en l'autre par ce comportement n'est que le miroir de celle qu'il nourrit envers lui-même, envers cette part d'étrangère en lui. À l'inverse des valeureux qui, par leurs efforts grotesques pour imiter les aptitudes vestimentaires des Occidentaux, utilisent le déguisement comme un moyen de devenir l'autre malgré soi, Solal se déguise donc pour redevenir soi malgré l'autre, retrouver son identité juive menacée par l'assimilation. Mais dans un cas comme dans l'autre, le numéro de travestissement se solde par un échec. En effet, si le déguisement est pour Solal un compromis qui permet de régler transitoirement cette impossibilité d'être double, il est seulement un moyen de ne pas faire de choix et non résolution du choix. Car dans le déguisement, l'identité première ne disparaît pas, elle est seulement recouverte par le costume. Si Solal peut devenir le vieux juif ou son frère Jérémie errant dans les rues de Berlin, c'est bien parce qu'il ne s'agit pas d'un choix irréversible,
que le Solal, prince d'Occident, subsiste sous cette carapace, prêt à ressurgir à tout moment en cas d'échec. C'est d'ailleurs ce qui se passe à la fin de la scène avortée de séduction à l'ouverture de Belle du Seigneur. Là est donc toute l'ambiguïté du comportement du héros cohénien. Il ne se décide pas à partager le sort de son peuple, il ne va pas vivre dans les caves avec eux, il se contente, épisodiquement et éphémèrement, de se déguiser en eux. Le costume russe dans le roman Solal participe également, mais sur un mode différent, de cette représentation extériorisée d'une identité impossible. Si les déguisements précédents traduisaient l'échec d'appartenir aux deux univers à la fois, le costume russe dit l'impossibilité tout aussi douloureuse d'occuper cet espace que constitue le vide de l'entre-deux, ce non-lieu à l'intersection d'un monde et de l'autre. En effet, l'habit de prince russe ressurgit chaque fois que le personnage se trouve acculé au néant identitaire, dans cette, et je cite le texte de Solal, « situation tragique où il n'est plus de sa race et il n'est pas chrétien, seul ». Ainsi, il le revêt une première fois lors du moment d'égarement qui suit l'échec des fiançailles avec Aude, échec dû à la survenue incongrue des Valeureux au ministère, et c'est ce même accoutrement qu'il refuse de quitter lors de la retraite au Primevère qui suit sa conversion. Le costume russe renverrait alors à la seule patrie habitable en ces moments critiques, celle du monde imaginaire et fantasmé de l'enfance. En effet, non seulement cet accoutrement constitue une réminiscence de l'adolescence céphalonienne idyllique de Solal, mais le déguisement est aussi et surtout en lui-même un jeu d'enfant. Il permet de faire comme si, d'occulter la réalité, le naufrage identitaire, au profit d'une chimère apaisante, jouée à être qui l'on veut. Il est alors tout à fait signifiant que lors de ces deux crises identitaires, le fait de revêtir le costume russe s'accompagne chez Solal d'une forme de régression infantile, de retombée en enfance, et je vous renvoie ici aux citations 9 et 9 bis. Enfin, dans cette situation aporétique qu'est celle de Solal, le déguisement peut apparaître comme unique moyen d'exister par et pour soi-même. En effet, l'identité d'un individu se construit normalement sur la reconnaissance, par lui-même et par les autres, de son identité, au sens de similarité, aux autres membres d'un groupe auquel il appartient. Or, comme nous le savons, cette assimilation, que ce soit à la société occidentale ou au peuple oriental, échappe à Solal. Ultimement, l'identité du personnage se définit alors par cette absence d'identité, par le fait d'être dépourvu de semblable. Solal se construit donc comme une sorte d'apax identitaire. Or, les apparitions en robe de chambre, en turban, en costume russe, sont autant de provocations au monde, de signes d'excentricité et, partant, d'affirmation de son unicité. Le déguisement, reflet d'une revendication romantique d'originalité, dit donc finalement ce besoin chez le sujet de se distinguer pour exister malgré et par sa singularité. C'est le même mécanisme que l'on retrouve à l'œuvre dans l'attitude incohérente d'autodestruction de Solal lorsqu'il recherche un travail dans le roman éponyme. C'est la citation 10. « C'est ma faute si je ne trouve pas. Quand je vais demander du travail, cette fierté stupide. Je leur défile des prénoms hébraïques que j'invente si je parle à des chrétiens, ou je dis avec orgueil que j'ai épousé une chrétienne si je parle à des juifs. Être l'autre, le juif pour les chrétiens, le chrétien pour les juifs, est en effet le seul mode d'existence qui s'offre au personnage, à qui il ne reste plus que ce statut singulatif d'étranger. La fierté qu'il en tire est de même nature que l'orgueil du solitaire ou du fou en butte au reste du monde, autre parmi les autres. Ici, comme par le travestissement, le héros dit sa volonté de s'affirmer comme l'étranger ou l'étrange, cette énigme qui fascine autant qu'elle effraie. Et donc, en conclusion, en troisième partie, en guise de conclusion, que j'ai intitulé « Le roi des Juifs et le monstre d'humanité, un homme réconcilié ?» point d'interrogation. Je voudrais revenir plus brièvement sur les deux déguisements qui concentrent l'attention des critiques, à savoir le costume de vieux juif lors de la scène de tentative de séduction à l'ouverture de Belle du Seigneur, et la couronne et le nez de carton de la naine Rachel, et montrer en quoi il témoigne d'une tentative avortée de réconciliation de Solal avec lui-même. Donc je reviendrai tout d'abord sur l'entreprise totalisante du vieux juif. Cette scène de séduction en costume de vieillard, qui inaugure le récit de Belle du Seigneur, peut en effet se lire comme une tentative dialectique de dépasser la dichotomie qui organise le monde cohénien comme le personnage de Solal. Cette entreprise inouïe cherche à réaliser le triple exploit fou de vérifier l'exactitude du mythe romanesque de la passion amoureuse, de réconcilier les contraires, Orient et Occident, judaïsme et christianisme, et au-delà de réaliser la synthèse impossible entre nature et antinature que représenterait l'union du vieux juif et de la païenne. Toutefois,
le sait, cet absurde projet ne sera pas réalisé. Or, le responsable de cet échec n'est autre que Solal, puisque les conditions qu'il impose à Ariane rendent ce pari impossible. Finalement, le costume de vieux juif permet donc dans cette scène de vérifier et de prouver l'impossible réconciliation de l'être divisé et dédoublé, et annonce l'échec du roi de carnaval au nez de carton. De roi des femmes à roi des juifs, il n'y a qu'un pas en effet, du moins pour le personnage cohénien, d'où la vocation d'élu est proclamée à plusieurs reprises par le texte. En revêtant le masque de la figure messianique, Solal tend donc à concorder avec son destin, à accomplir en quelque sorte sa véritable nature. Dans le roman Solal déjà, le déguisement, en l'occurrence le costume russe, permet au personnage éponyme de se métamorphoser en prince messianique, en la figure archangélique du, je cite le texte, plus fou des fils de l'homme, et de retrouver par là même la paix et la plénitude identitaire. Ainsi, lors de la dernière visite de Solal au Primevère, les lecteurs assistent à une véritable scène de résurrection symbolique. Il s'agit là du passage numéro 11, alors peut-être que je vais juste en lire quelques bouts. Dans une armoire, il aperçut les 7 costumes russes, il en prit un. Oui, et maintenant rendre net ce visage. Il chercha dans les tiroirs, trouva le rasoir. Il fit courir plusieurs fois la lame sur ses joues. L'ancien visage apparut, irradié de jeunesse, plus beau que jamais. Il aperçut le châle hébraïque de prière, le déploya et le posa sur ses épaules. Maintenant, il était un prince couvert de soie et de franges. Il était Solal, et qui pouvait en cette heure l'empêcher d'être Solal ? Le déguisement correspond ici paradoxalement à un dépouillement, un retour à la virginité identitaire. C'est un acte de baptême pour le personnage que cette action de revêtir le costume russe. Pour la première et peut-être unique fois, Solal coïncide avec lui-même. Il était Solal, et qui pouvait en cette heure l'empêcher d'être Solal. Et cette identité originelle est bien celle du roi des Juifs, telle semble être la signification du costume composite, qui, associant la tunique de prince slave au talit rituel, allie à la représentation du pouvoir temporel celle du pouvoir sacré. Le déguisement, en l'occurrence couronne et nez en carton, dont Rachel, dans Belle du Seigneur, affuble Solal en guise de sacre dans sa cave étrange et carnavalesque, permet de même au personnage de coïncider avec lui-même et avec les siens, en assumant sa royauté messianique. Aussi, lors de son errance à Paris à la fin du roman, alors qu'il n'est plus rien, comme le dit le texte à la page 781, il n'est pas étonnant que seuls ces accessoires de messie de carnaval trouvent grâce aux yeux du personnage. Nu, le talit et le nez en carton pour uniques atours, la couronne de la fête des sorts et la valise du juif errant comme seul compagnon, l'homme sans identité atteint alors à la fois le néant et la plénitude suprême, en devenant son peuple tout entier, allégorie d'Israël. Il s'agit là du passage numéro 12. Donc je ne citerai que la dernière phrase. Oui, devant lui, dans la glace, Israël. La métamorphose a atteint son stade ultime, l'homme s'est effacé derrière le mythe, l'aliénation s'est résolue par la disparition de l'être individuel au profit de la multitude, de l'historique au profit de l'immémorial. Mais si le déguisement de carnaval permet à Solal d'épouser symboliquement la naine repoussante et sublime, endossant ainsi le rôle messianique auquel il est destiné, il ne réussit finalement à n'être qu'un roi de pacotille. De Solal à Belle du Seigneur, la figure messianique se dégrade, de prince sublime et solaire, des derniers chapitres de Solal, à roi grotesque et souterrain, et la transformation se solde finalement par un échec. Solal ne réussit pas à sauver ses enfants. Le parcours du héros cohénien est donc celui de la quête d'identité avortée d'un étranger au monde, aux autres et à lui-même. Être tout, n'être qu'à moitié ou n'être rien, tels sont les termes de l'alternative imposée au personnage énigmatique de Cohen. Puisqu'être tout se révèle impossible et n'être qu'à moitié tout aussi intenable, il ne reste alors plus à se passionner d'absolu, c'est une expression du roman Solal, que le choix du néant. Incapable d'être pleinement lui-même, de trouver un costume proprement taillé pour lui, Solal est condamné à se réfugier dans la seule position acceptable, celle d'une mort enfin habitable. Et je reprends ici une expression chère à Alexandre Vialat. Merci.